Aujourd'hui, la thématique qui a été retenue par les organisateurs est autour du Covid-19. Et donc, une épreuve d'engagement RSE et de solidarité de nos entreprises. Donc, nous aurons le plaisir d'avancer sur cette thématique tout à l'heure. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous rappeler quelques règles de bon fonctionnement qui nous permettront donc de réussir notre webinaire. S'il vous plaît, veuillez maintenir pendant toute la durée de ce webinaire donc votre son en mode silencieux pour permettre à l'ensemble des personnes d'entendre parfaitement et donc pas créer de mélange de son. Deuxième chose, désactivez vos caméras. Je pense que c'est plus simple. Il n'est pas nécessaire qu'on voit donc l'ensemble des personnes présentes. Et puis, surtout, nous vous invitons à poser toutes vos questions via le chat. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, éventuellement à exprimer un avis sur ce qui a été dit. Voilà, faites un usage, j'ai envie de dire, sans les limites du chat de ce webinaire. Alors le webinaire, il va se dérouler de cette manière. Je vais dans quelques instants donner la parole à Yassine Karim, qui est le directeur général de la société Tenaxia, pour nous expliquer, nous parler un peu de cette initiative depuis quelques jours. Dans un deuxième temps, je prendrai quelques moments pour vous introduire donc le sujet sur donc la RSE et cette actualité spéciale. Je donnerai ensuite la parole à notre ami Omar qui va donc nous parler de la thématique, à quoi ça peut servir en temps de Covid. Par la suite, donc, je donnerai la parole à Si Mohamed Ben Ouda pour nous faire un retour d'expérience sur cette question de la RSE et ces temps de crise. Et dans un deuxième temps, nous parler des initiatives Covid qu'il a rencontrées autour de lui, soit dans le groupe, soit chez les parties prenantes qu'il rencontre. Et puis après, donc, à l'issue de ces deux présentations, nous allons prendre le temps de répondre à toutes vos questions avant donc de procéder à une conclusion. Alors, tout de suite, je donne la parole à Yassine et je reviendrai après pour la suite des choses. Écoutez, merci Khalid, merci beaucoup c'est Mohamed Ben Ouda et c'est Omar Ben Aïcha d'avoir accepté de co-organiser avec moi ce webinaire. En fait, je vais juste dire un petit mot très rapidement que le sujet de RSE, c'est un sujet qui m'interpelle à chaque fois et ça rentre vraiment dans le cœur des problématiques sur lesquelles on travaille avec nos clients. Et donc la RSE, ça devient vraiment une composante stratégique et intégrée vraiment dans la vision de pas mal d'entreprises au Maroc parce qu'il y a une vraie, je dirais, prise de conscience. Avec ce Covid et avec cette conjoncture, nous avons remarqué que certaines entreprises ont manifesté un vrai engagement sociétal, solidaire, et on s'est dit peut-être que cette conjoncture va faire, je dirais, une bonne occasion pour faire vraiment de la RSE une vraie stratégie de développement, une vraie vraiment stratégie chez les entreprises. Et d'où en fait l'intérêt de traiter cette problématique pour une raison de démystifier ce concept de la RSE. Donc, c'est Omar Ben Aïcha va nous éclairer sur ça, mais aussi pour dire si on veut mettre en place une démarche RSE, quelle démarche, quels outils. Et dans ce contexte de Covid, on veut vraiment mettre en valeur certaines initiatives citoyennes qui ont été, je dirais,
réalisés pendant cette conjoncture. Voilà un petit peu vraiment le pourquoi de ce séminaire. Encore une fois, un grand merci à mon partenaire Omar Ben Aïcha d'avoir accepté d'être avec moi sur ce séminaire à travers CertiTrust. Et un grand merci aussi à mon ami Mohamed Ben Aouda d'avoir accepté de partager avec nous, sa vision et son retour d'expérience. Et bien évidemment, merci beaucoup à toi, cher ami Khalid, d'avoir accepté pour modérer ce webinaire. Merci beaucoup. Et j'espère que ce webinaire sera riche en apprentissage. Bienvenue à tous les participants. On est 43. Donc voilà, on peut avancer, c'est Khalid. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, je vais donc en profiter pour vous présenter nos deux intervenants, donc nos grands intervenants de la journée aujourd'hui. Donc, c'est Mohamed Ben Aouda, qui est un ingénieur industriel, et donc une formation qui est complétée par un master en stratégie et finance. Il a donc derrière lui une vingtaine d'années d'expérience dans des domaines vraiment variés. Ça va de la cimenterie, du secteur ferroviaire, de l'industrie automobile, de la logistique, de l'immobilier et technologie. Donc aujourd'hui, c'est le directeur général de Palmeraie des développements donc depuis juin 2017. Il est également président fondateur, donc depuis la même date, de ABA Capital, donc avec des filiales comme Nextronic, Invimo, Sanam Holding Mentor. Excuse-moi, c'est Sanam Fillog, hein. C'est pas Sanam Holding, c'est Sanam Fillog. Sanam, ok, Sanam Fillog, voilà, Fillog. Parfait. Donc, un parcours très très riche avec des secteurs variés, comme vous le voyez sur sa présentation. Et donc, j'aurai tout à l'heure le plaisir de lui donner la parole pour nous parler de son retour d'expérience sur les questions de la RSE. Et Omar Ben Aïcha, qui est également un ingénieur, donc ingénieur de l'ISEM. Il est également titulaire d'un executive MBA et docteur en sciences de gestion et chercheur au CEDOC. Il a donc également derrière lui quasiment une trentaine d'années d'expérience dans des domaines également variés, le maritime, la certification et donc l'évaluation de conformité. On l'a tous connu pendant longtemps, grand directeur national et régional de l'entité Bureau Veritas. Il est aujourd'hui, on va dire, serial entrepreneur entre donc Supémir, qui est un établissement de formation, notamment à l'entrepreneuriat. Il est également patron de CEO Africa, enfin de CertiTrust, donc qui est un établissement de certification. J'aurai donc également aussi donc le plaisir de lui céder la main pour nous parler de la RSE. Alors moi aujourd'hui en tant qu'animateur, je me fixe deux objectifs en fait importants. J'aimerais qu'on puisse d'abord en fait parce que nous avons différents participants et il y a certainement ceux qui savent très bien ce que c'est que la RSE, qui ont peut-être même dans leurs entreprises donc des démarches RSE qui sont déployées, mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas. J'aimerais que nous puissions prendre le temps d'expliquer à tout le monde ce qu'est la RSE, avec notre regard, parce qu'il n'y a pas de définition universelle, mais que chacun puisse nous puissions partager nos regards sur la RSE. Et puis aujourd'hui, dans ce contexte actuel, comment et plus que jamais la RSE a un rôle à jouer et un rôle important. Et le rôle à jouer aussi bien à l'intérieur de l'entreprise
qu'à l'extérieur de l'entreprise. Moi, avec ma casquette de membre du CJD, Centre des jeunes dirigeants, nous aimons beaucoup parler de la performance globale quand nous évoquons la question de la RSE. Et quand nous définissons la RSE, nous expliquons que pour nous, la RSE est en fait liée à une notion de performance et performance avec S. C'est-à-dire que l'entreprise ne considère pas la RSE comme étant un pavé de l'entreprise qui est à côté, qui est supporté par une fondation ou un département uniquement. Bien sûr qu'elle peut être pilotée par ces entités, mais que le souci RSE est un souci qui transcende l'entreprise et qui est ancré dans la stratégie et dans la vision de l'entreprise. Donc, la RSE est liée à des performances économiques de l'entreprise parce qu'il est important que l'entreprise puisse être dans une performance économique qui lui permet de se développer et aller de l'avant, mais également une performance sociale, donc au travers de l'accompagnement de son capital humain, et une performance sociétale, donc avec un engagement de l'entreprise vis-à-vis de son entourage, de son entourage proche, mais de son entourage éloigné, et puis une performance environnementale. Quand je regarde le Covid, je suis en tout cas pas inquiet pour le côté environnemental parce que je pense que parmi toutes les bonnes blagues que nous avons eues sur le Covid, c'est que le Covid est un grand ami de l'environnement et je pense que vous savez très bien pourquoi je dis ça. Donc, il y a donc cette volonté, je disais, de comprendre d'un côté la RSE en temps de crise, et puis ce Covid en particulier, comment se sont révélées les dimensions RSE dans nos entreprises. Je vais donc tout de suite donner la parole à mon ami Omar, qui va dérouler une présentation. Donc, du coup, moi, je vais arrêter ma présentation. Et donc, je le laisserai donc nous parler de la RSE et donc l'incidence d'une crise sur la RSE et comment la RSE peut être un outil donc dans le cadre de ces crises. Omar, à toi la parole. Merci Khalid. Je vais essayer de partager quelques slides de présentation. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qu'on n'a pas rencontrés avant, pour pouvoir leur souhaiter un Ramadan Mubarak. J'ai prévu de vous parler en fait du concept de la RSE, d'essayer d'expliquer un peu ce que c'était la responsabilité sociale des entreprises et de vous expliquer un peu son sens. C'est-à-dire, je n'ai pas prévu de parler sur les concepts théoriques nécessairement, mais je vais être obligé quand même de les rappeler à un moment donné. Et je vais vous parler aussi un peu de la compréhension de ce concept aujourd'hui au niveau des entreprises et un peu le retour de ce que font les entreprises en cette situation, en cette période de crise, en matière d'engagement, en matière de responsabilité, etc. J'ai un petit souci pour retrouver la fenêtre. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer et je vais t'envoyer peut-être les slides à Karim et tu les présentes. Sinon, je vais faire une dernière tentative pour présenter mon écran, la totalité de mon écran. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez mon écran? Khalid? Parfait. Tu peux te mettre en voilà, donc je l'ai mis en diaporama. Donc, en fait, je parlais juste il y a une minute ou une seconde de la crise et on a vu que cette crise, bien sûr, il est en train de remettre en cause beaucoup de certitudes que nous avions avant, les cycles et les modèles de développement. On avait vu comment les marchés se sont effondrés et on a vu quand même certains secteurs qui sont anéantis ou encore d'être anéantis et d'autres secteurs, bien sûr, qui continuent à
à se comporter de façon, on va dire, plutôt correcte. Mais on a vu aussi que les comportements d'un certain nombre d'entreprises, qu'ils soient négatifs ou positifs, ou de certains gouvernements, ou le comportement même des citoyens, on a vu quand même qu'ils ont eu un effet multiplicateur quelque part sur cette crise. Et sur le côté positif, on a vu quand même que cette crise a révélé la capacité d'un certain nombre d'entreprises de s'organiser avec leurs parties prenantes pour apporter une contribution et pour proposer des solutions et même des solutions par rapport auxquelles des gouvernements ou des administrations au niveau d'un certain nombre de pays, ils étaient dans l'incapacité de mobiliser des moyens. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette crise donne du sens justement à cette contribution des entreprises à régler des questions de société. Cette contribution, par ailleurs, est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale. La définition la plus commune aujourd'hui, c'est que la responsabilité sociale, c'est la contribution de l'entreprise au développement durable, c'est-à-dire la contribution à régler des questions de société. Et on a vu que dans cette crise, comment des entreprises se sont organisées pour apporter un soutien, pour innover, pour aider les populations démunies, et donc quelque part réduire les inégalités, etc., et travailler sur la base d'un partenariat intelligent. Alors imaginez juste si ces entreprises faisaient la même chose tout le temps et de façon structurée. Ça va être le bonheur total et ils ont la capacité de faire, bien sûr, s'il y a le contexte qu'il faut. Je vous rappelle aussi que la responsabilité sociale a toujours été évoquée lorsqu'il y avait des crises, mais d'un autre type, c'est-à-dire un certain nombre de comportements maintenant dans la sphère de l'entreprise qui sont réprimandés ou qui sont mal vus par la société. Et donc, on a vu un certain nombre d'entreprises comme Nike, comme Shell, comme Total, etc., qui ont été boycottées. On a vu même au Maroc l'année dernière le boycott qui a été lancé contre quelques marques au niveau national. Et donc, le comportement des entreprises a généré des réactions auprès de certaines parties prenantes qui sont venues interpeller quelque part ces comportements et donc de dire est-ce que les entreprises, ils ont la légitimité, est-ce qu'ils ont le droit de travailler de cette façon, de se comporter de cette façon. Et donc, est-ce qu'une entreprise, par exemple, qui fabrique des ballons de foot, est-ce qu'il doit se permettre de ne pas surveiller ses sous-traitants et ses fournisseurs et de découvrir un beau matin que ces fournisseurs font travailler des enfants, etc. Ou est-ce que cette entreprise permet à ces équipes d'avoir des connivences politiques au niveau d'un certain nombre de pays et que ces connivences aboutissent à une atteinte à des droits humains, etc. Donc le fondement, il est toujours le même. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a un questionnement autour du rôle de l'entreprise, autour de ses comportements, autour de ce qui est permis à l'entreprise et ce qui n'est pas permis à l'entreprise. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour vous dire que le fondement du concept de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui date aujourd'hui pratiquement de plus de 90 ans à peu près, le fondement, il est éthique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se posait la question pourquoi l'entreprise a fait telle chose et pourquoi il n'a pas fait telle chose, on était en train de questionner quelque part la responsabilité de l'entreprise par rapport à ses décisions et par rapport à l'impact de ses activités. Et sur cette slide, je vous ai mis, sans trop vous encombrer avec la théorie sur la responsabilité sociale, mais je vous ai mis le résumé de l'évolution de tout le concept de responsabilité sociale. Et je vais vous parler tout à l'heure de l'autre concept qui est le développement durable. Et mon souhait, c'est de vous expliquer la différence entre les deux concepts et quel est le lien entre les deux concepts, parce qu'on ne parle pas des mêmes problématiques lorsqu'on évoque la responsabilité sociale ou lorsqu'on évoque le développement durable. Alors, la RSE, il est né autour de questions éthiques, comme celle que je viens d'évoquer. Il a évolué par une managérialisation, une opérationnalisation au niveau d'un certain nombre d'entreprises, notamment aux États-Unis, etc., pour permettre à l'entreprise de mieux gérer les réclamations, de mieux gérer les critiques qui sont adressées par les parties prenantes, par les sociétés à ces entreprises, et donc de mieux gérer ces réclamations, mais beaucoup plus sous un angle de gestion de risque, etc. Le concept a évolué par la suite à des questionnements sur les performances des entreprises. Khalid, tout à l'heure, il parlait de la performance globale. Déjà, dans les années 70 et 80, on commençait à se poser déjà la question, est-ce que les entreprises qui sont engagées
qui sont responsables? Est-ce que c'est des entreprises nécessairement qui sont plus performantes que d'autres entreprises? Et donc, cette partie processurale, cette mise en œuvre, ce forme de processus de la RSE, il a duré quand même une trentaine, voire une quarantaine d'années pour aboutir aujourd'hui à une conception beaucoup plus large, encore beaucoup plus compliquée de la responsabilité sociale des entreprises, à savoir le rôle de l'entreprise dans la société. C'est ce qu'on appelle en anglais, les 3 Corans en anglais, c'est ce qu'on appelle Business and Society, et les 2 autres Corans qu'on appelle en anglais Business Ethics et Business Case. Et donc, Business and Society, c'est que l'entreprise aujourd'hui, elle est un acteur au niveau de la société, il a un rôle politique au niveau de la société, puisque de plus en plus d'entreprises jouent le rôle quelque part des pouvoirs publics, puisqu'ils contribuent à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, etc. Et donc, il y a eu un consensus pour appeler ce rôle-là, pour appeler ce que font les entreprises dans ce cadre-là, de l'appeler une contribution. Alors, pourquoi une contribution? Parce qu'effectivement, les entreprises sont là, bien sûr, pour vendre des produits et des services, pour être profitables, mais ils ont aussi une contribution à apporter, à régler des questions de développement durable, des questions sociétales, économiques, sociales et environnementales. Et cette contribution, vous l'avez remarqué, de plus en plus, il augmente. Il y a de plus en plus de sollicitations. Alors, il y a des contributions qui sont volontaires, il y a des contributions qui sont plus ou moins imposées par des parties prenantes, etc. Et donc, aujourd'hui, le comportement des entreprises, il oscille entre la conformité de base, donc on se conforme aux réglementations, etc., environnementales, sociales, etc., jusqu'à l'intégration stratégique de la responsabilité sociale, en passant par ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises qui mettent en place des démarches, de façon, j'allais dire, alors là, je parle pas, je vous préviens ici, je ne parle pas des entreprises qui font de la philanthropie. Pour moi, la philanthropie, ce n'est pas un mode de mise en œuvre de la RSE qui est en phase avec l'esprit de la responsabilité sociale. La philanthropie, c'est un peu la charité, c'est un mode qui est bien, c'est très bien, c'est sadaqa, comme on l'appelle déjà, mais bon, c'est quelque chose qu'on fait, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié aux activités de l'entreprise, qui est lié à ses opérations et qui est éventuellement lié à sa stratégie. Donc voilà, si vous voulez le résumer, c'est un concept qui nous vient de très très loin. Ça fait pratiquement un siècle qu'il mûrit, qu'il se développe, etc. Au début aux États-Unis, après en Europe et au Maroc depuis maintenant une vingtaine d'années que nous sommes en train de côtoyer ce concept et qui est en train de prendre de plus en plus la place. Alors maintenant, je vais vous parler du développement durable. Alors le développement durable, lui, est un concept qui est beaucoup plus jeune. C'est un concept qui est né il y a à peu près une trentaine, voire une quarantaine d'années. Exactement, on a commencé à parler de cette question de développement durable au début des années 70, lors du sommet de Stockholm sur l'environnement, où on avait commencé à se poser la question sur la soutenabilité des modèles de développement. Parce que tout simplement, au début des années 70, d'ailleurs, suite à une énième crise, on a commencé à se dire, est-ce que la Terre, est-ce que la planète a suffisamment de ressources pour permettre à tous les humains de se développer de la même façon, etc. Et donc, on a pris quand même 15 ans à étudier cette question. Jusqu'en 1987, on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que si tous les humains sur la planète veulent vivre comme un Américain moyen, ou comme un Anglais moyen, ou comme un Danois moyen, etc., il nous faudra l'équivalent de 5 fois la planète Terre en termes de ressources, etc. Donc, en termes d'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Et donc, vous voyez que c'est quasiment impossible. C'est un modèle de développement aujourd'hui qui n'est pas soutenable. Et donc, cette prise de conscience a démarré dans les années 70, a été institutionnalisée au niveau des Nations Unies sous l'appellation développement durable à travers le rapport de la commission Brundtland en 1987. Et depuis 1987, on a un projet, on a un problème, on a on va dire un sujet chaud sur la table qui est celui de dire où est-ce qu'on va avec notre modèle de développement. Comment on peut continuer à taper dans les ressources, etc., pour soi-disant construire des infrastructures, donner accès aux populations, aux services de base, construire des écoles, etc., alors que c'est un modèle qui ne va pas permettre à tout le monde finalement de vivre parce que tout simplement, très bientôt, on va avoir des guerres autour de l'eau, des guerres autour des minerais, des guerres autour de l'électricité, des guerres autour du poisson, des guerres autour des terres agricoles. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Cette crise du Covid, il est juste venu stopper notre élan. Il est juste venu venir nous interpeller pour nous dire « Hé les humains, attention, rappelez-vous que vous êtes déjà dans un paradoxe
existentiel, celui que votre mode de consommation, votre mode de vie aujourd'hui, tout simplement, il va droit au mur et il n'est pas soutenable. Et donc, on a commencé aussi à réfléchir à des alternatives parce que les humains sont intelligents. Donc, ils ont commencé à réfléchir comment on pourrait trouver des solutions, etc. Et c'est vrai, il y a un peu de tout. Hein. Il y a d'abord les altermondialistes qui ont essayé de s'opposer à toutes les décisions du G7, du G10, du G20, etc., qui manifestent, qui mettent la pression, qui appellent au boycott, etc., etc. Mais on a vu quand même, au niveau même économique, industriel, on a vu une réorganisation des modes de pensée, une réorganisation des modes de production, et on a commencé à réfléchir à des économies alternatives, et c'est comme ça qu'on commence à avoir un intérêt croissant pour ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On est en train de voir l'arrivée des banques participatives, on est en train de voir tout ce qui est consommation responsable, tout ce qui est achat responsable, l'agriculture biologique, etc., la pêche responsable. Donc on est en train de développer des modèles qui vont venir répondre à cette question de soutenabilité de notre développement économique. Et nous sommes déjà en train de discuter aussi, est-ce que le dollar, il est judicieux de le garder comme monnaie? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une monnaie sociale, vers le Bitcoin, vers les crypto-monnaies, etc., etc. Il y a des pays qui ont commencé à réfléchir à ce qu'on appelle une économie de décroissance. Et donc, tout simplement, ils sont en train d'examiner s'il n'est pas nécessaire d'abandonner le PIB comme indicateur de croissance et de développement économique et surtout de bien-être socio-économique. Alors, il y a un pays qui est l'Irlande, je pense, qui a déjà, ou l'Islande, je pense que c'est l'Irlande, qui a déjà, je pense que c'est l'Islande, je pense, qui a déjà abandonné donc le PIB dans ce sens-là. Et donc, la RSE, pour finir, est aussi un des modèles alternatifs qui vient apporter une réponse à cette question de durabilité, donc du modèle de développement qui a été choisi par la planète. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on trouve une solution au niveau des États, au niveau des gouvernements, au niveau de la société, mais aussi au niveau des entreprises. Alors la solution qu'on a trouvée au niveau des entreprises, sur laquelle aujourd'hui il y a un consensus pratiquement généralisé, c'est que si les entreprises assument l'impact de leur activité et de leurs décisions sur leurs parties prenantes directes, immédiates, et sur l'environnement, sur la société, ils allaient déjà apporter une contribution extrêmement importante à régler, à solutionner un certain nombre de questions de développement durable. Et donc, les entreprises, ils peuvent aujourd'hui apporter une contribution, que ce soit au niveau du développement économique, parce que les entreprises qui font du profit, qui sont prospères, ben, elles créent des emplois, elles payent des impôts, donc ça c'est une contribution aussi. Les entreprises qui font des efforts en matière d'environnement, en matière de consommation d'énergie, de réduction d'émissions carbone, etc., ben, ils sont en train d'apporter une contribution à leur niveau. Et imaginez si juste on fait la somme de tout ce que pourraient apporter les 20 ou 30 millions d'entreprises peut-être qui existent au niveau de la planète, ben, la contribution va être énorme. Et puis, quelles contributions les entreprises peuvent apporter aussi sur le volet social, au niveau de développement de leurs collaborateurs, au niveau du développement du bien-être au travail, etc. Parce que n'oubliez pas que l'épanouissement des collaborateurs et le bien-être au travail a aussi des répercussions au niveau de la famille, a aussi des répercussions positives au niveau du quartier, a des répercussions positives au niveau de la société en général. Donc là aussi, il y a du travail pour les entreprises, etc. Et donc, tout le monde aujourd'hui est d'accord, est à l'aise avec cette définition. C'est que, pour résumer, il y a un sujet de développement durable qui tracasse l'humanité. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Maintenant, l'entreprise à son niveau, pour apporter sa pierre à l'édifice, pour apporter sa contribution, ben, il doit mettre en place une démarche RSE. Et dans cette démarche RSE, il doit prioriser les impacts de ses activités et les parties prenantes qui sont concernées par ces impacts. Et donc, ce n'est pas la peine qu'il aille faire de la philanthropie, de faire de la com autour d'actions de charité, etc. nécessairement. Encore une fois, je dis que ce n'est pas mauvais de le faire, mais je dis que la priorité d'abord, c'est d'attaquer les sujets sociaux, économiques, environnementaux qui sont liés au cœur de métier, qui sont liés aux parties prenantes directes de l'entreprise. Parce que c'est ça la priorité. Et comme toute stratégie, hein, la démarche est une démarche stratégique. Et dans la stratégie, vous savez que le manager, qu'est-ce qu'il fait particulièrement le manager? C'est il définit des objectifs, il alloue des ressources. Les ressources de l'entreprise étant limitées, ben, il faut allouer les ressources que nous avons aux sujets, aux enjeux de responsabilité qui sont les plus pertinents et les plus importants pour l'entreprise.
Alors, justement, pour aider les entreprises et bien sûr aider aussi les gouvernements, les territoires, etc., à y voir plus clair par rapport à cette question de développement durable, les Nations Unies, ils ont défini 17 sujets sur lesquels aujourd'hui il y a urgence d'agir. Et donc, toute entreprise, que ce soit les entreprises qui sont avec nous dans son webinaire, que ce soit les entreprises qui sont en train d'opérer ou qui ont les moyens ou qui n'ont pas les moyens, n'importe quelle entreprise, il a quelque part une contribution à apporter à un de ces objectifs que vous voyez sur la slide. Donc, les 17 sujets que vous avez, que ce soit la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, etc., ce sont les sujets les plus critiques aujourd'hui pour l'ensemble de la planète et sur lesquels il faut qu'on travaille. D'accord? Et donc, une façon aussi d'aborder sa responsabilité sociale, c'est de dire, moi, entreprise, en fonction de mon métier, en fonction de ma région d'implantation, de mon territoire d'implantation, de la nature des attentes de mes parties prenantes, ben où est-ce que je vais avoir de l'impact? Est-ce que c'est sur l'objectif 9, 11 et 12 et 6, ou bien est-ce que c'est sur 1, 2, 3 et 15, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodologies, de normes qui aident les entreprises pour ce faire. Alors, une des normes qui est très utilisée dans le domaine de la RSE, c'est la norme ISO 26000 et qui nous donne une définition très intéressante de la responsabilité sociale. Cette norme-là, il nous dit tout simplement que la responsabilité est liée aux impacts de l'entreprise. Donc déjà, on va se mettre d'accord sur une chose, il y a responsabilité lorsqu'il y a impact. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de responsabilité. Que l'impact soit positif ou négatif, by the way. Hein. Et donc, cet impact va être sur la société, les parties prenantes, sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise? On attend de l'entreprise un comportement éthique et transparent. Par rapport à quoi? Par rapport à cette responsabilité. Et donc, il faudrait que toutes les décisions de l'entreprise tiennent compte de cette nécessité de contribuer au développement durable. Deuxièmement, qu'il soit décidé et qu'il soit prise, ces décisions soient prises en concertation et en tenant compte des attentes des parties prenantes. Troisièmement, que l'entreprise aussi s'assure qu'elle respecte la législation et la réglementation, parce que c'est le minimum syndical en matière d'engagement responsable. Et en dernier lieu, que tout ce que l'entreprise va faire pour montrer qu'il est engagé, qu'il contribue, et pour pérenniser ses comportements et ses décisions en faveur du développement durable, il faudrait que sa stratégie ou sa démarche soit intégrée. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit périphérique, il ne faut pas que ça soit porté par une association ou une fondation complètement déconnectée des métiers de l'entreprise et complètement déconnectée des opérations de l'entreprise. Ça, c'est le consensus des experts. Je trouve que c'est un très bon consensus et c'est une façon intelligente aussi de dire que la responsabilité sociale, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on vient greffer au niveau du fonctionnement de l'entreprise, mais véritablement, c'est un sujet qui peut être lié au quotidien de l'entreprise, lié aux opérations quotidiennes de l'entreprise, etc. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ça, je vais passer rapidement, mais sachez que dans la norme ISO 26000, par rapport à la responsabilité, vous avez tout un catalogue, toute une liste de domaines où vous pouvez vous engager, où vous pouvez gérer vos impacts et vous pouvez assurer votre responsabilité. Donc, vous aurez copie de cette présentation et vous aurez le loisir d'aller naviguer dans tous ces domaines. Il y a 37 domaines. Chaque domaine en lui-même peut être un ensemble de projets, un ensemble d'actions et ça concerne pratiquement toutes les fonctions de l'entreprise et ça concerne pratiquement tous les processus d'une entreprise. Alors, je voulais terminer rapidement par les effets de cette crise sur cette question de responsabilité sociale. Juste pour vous interpeller sur une chose, c'est que toutes ces pressions que nous sommes en train d'évoquer depuis tout à l'heure, etc., et qui viennent aussi être exacerbées avec cette crise du Covid, parce qu'en plus de la gestion de ces pressions, c'est la survie aussi des entreprises qui vient aussi s'ajouter à la liste des soucis, à la liste des problèmes, à la liste des questions que tous les investisseurs, les entrepreneurs sont en train de se poser. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une période, dans un changement, on va dire, de paradigme qui est en train de s'annoncer. On est obligé de revoir la façon dont on considère l'entreprise. En tenant compte d'abord du fait que les entreprises sont appelées à contribuer et que les entreprises, en contribuant, ils vont augmenter la chance de survie de leur organisation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Standard & Poor's, qui a fait le classement des entreprises, a montré que sur les 50 dernières années, le cycle moyen de vie des entreprises a été divisé par 3.
Alors, pourquoi a été divisé par 3? Parce que beaucoup d'entreprises, soit elles ont été rattrapées par la vague numérique, soit elles ont été déstabilisées par des crises comme la crise du Covid, soit elles n'ont pas pu résister à une pression économique concurrentielle, soit elles n'ont pas pu payer le prix pour être conformes en matière environnementale et exercer en toute sérénité leur activité, soit elles n'ont pas pu gérer des conflits sociaux ou des grèves, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'entreprise, encore face à cette crise, doit encore se poser la question sur quels sont les moyens qui lui permettent de rester le plus longtemps possible en activité. Et ça, c'est fondamental. La responsabilité sociale, à mon sens, c'est un moyen de se projeter au-delà de ses frontières et d'intégrer aujourd'hui les risques qui pourraient compromettre le fonctionnement de l'entreprise de demain. Deuxième message que je voulais partager avec vous, c'est que nous sommes en train de migrer d'une configuration où avant l'entreprise était le carrefour d'un capital, du travail et d'un marché, d'accord? Donc capital, investisseur, travail, les employés qui cherchent des salaires et le marché qui demande des produits et des services. Nous sommes en train de migrer vers un modèle capital, travail, marché, plus un impact sur la société. Demain, les entreprises qui vont encore fonctionner et qui vont être sereines, etc., devraient avoir une raison d'être. Et ils devraient concilier la recherche de profit avec cette raison d'être. Et cette raison d'être, en fait, il doit être construite autour d'une utilité. Les entreprises doivent définir c'est quoi leur utilité par la société. Donc, il ne faut plus aujourd'hui, moi, à mon sens, je pense, d'ailleurs, c'est valable, j'allais dire, pour la plupart des secteurs. Il faut aller chercher quelle est l'utilité de l'entreprise dans la société? Quelle est l'utilité pour les parties prenantes? On ne peut plus se définir uniquement par une mission, par une liste de métiers. Les métiers et les missions, c'est ce qui permet à l'entreprise de facturer, de faire du chiffre d'affaires, de faire du profit et de tourner. Mais ça ne définit pas pourquoi l'entreprise existe. Pourquoi cette entreprise elle existe et elle est acceptée par la société. Pourquoi la société lui permet d'exercer, lui permet d'avoir des impacts, lui permet d'opérer. Et donc, aujourd'hui, l'ADN et l'âme de l'entreprise, il est questionné. Et donc, il faudrait que les entreprises comprennent que cette définition de la raison d'être, elle est fondamentale et il faudrait la construire autour de l'intention stratégique, autour bien sûr de ses compétences distinctives, mais aussi autour des parties prenantes et autour de ce que la société attend. Et les parties représentées, bien sûr, par les parties prenantes, ce que la société en général attend de l'entreprise. J'ai ici dans cette slide des exemples de missions, mais vous voyez par exemple Danone apporter la santé par l'alimentation. Danone, c'est une entreprise qui fait des produits alimentaires. Donc, ce qu'il va vous dire, il apporte la santé, il est en train de se projeter au-delà de l'acte de consommation. Donc, ce qui est intéressant d'entreprise, ce n'est pas que le consommateur consomme le produit et que les ventes augmentent et que le chiffre d'affaires augmente, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est que le consommateur consomme le produit et que l'impact soit positif sur la santé du consommateur. Et donc aujourd'hui, dans certains pays comme en France, cette question de raison d'être, elle est même réglementée puisque toutes les entreprises d'une certaine taille ont l'obligation de définir leur raison d'être au niveau de leur statut et ils doivent communiquer sur cette raison d'être. Alors, troisième message, c'est l'espace du travail. Au niveau de l'espace du travail, la démarche RSE aujourd'hui, il est en train de revoir notre façon de travailler, il est en train de questionner les formes de travail et on a vu avec le télétravail, avec tout ce qui est dit autour du télétravail, on est en train de redécouvrir l'humain, on est en train de redécouvrir que ce qui est important, c'est l'humain et que lorsque l'humain va bien, lorsque l'humain il est content, ben, l'entreprise elle est performante et l'entreprise elle va prospérer. Et donc aujourd'hui, il faut absolument tenir compte de ça, tenir compte du fait que avant la crise, beaucoup de salariés étaient désengagés. Après la crise, il faut trouver les moyens de remotiver les troupes, de remobiliser les collaborateurs, de les engager à nouveau parce qu'on a besoin de leur énergie. Et croyez-moi, si vous revenez après le déconfinement avec les mêmes méthodes de travail, avec les mêmes modes de management d'avant la crise, je ne sais pas comment vous allez pouvoir mobiliser les gens, comment vous allez mobiliser les salariés parce que vous allez avoir besoin de 2 fois, voire 3 fois l'énergie que vous aviez avant pour redémarrer, pour sauver ce qui peut être sauvé après la crise. Et donc, c'est nécessaire de revoir la façon dont on gère les gens, etc. Donc, je vais finir aussi, pour ne pas trop monopoliser la parole, pour vous dire aussi que dans le cadre de la RSE, aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire de réinventer de nouveaux modèles. Et mon ami Mohamed Benouda, qui est un grand militant pour ces business models
en rupture et ces business models qui sont durables. Et il vous dira de façon plus pratique comment lui, il voit ces modèles-là. Mais aujourd'hui, moi, je pense que les nouveaux modèles qu'il faut qu'on mette en place après la crise, c'est des modèles, qui sont basés sur la raison d'être et des valeurs qui sont définies. D'accord? La raison d'être, elle est fondamentale pour moi. Il faut la redéfinir. Il faut dire exactement à quoi on sert et quelle est notre utilité dans la société. C'est parce que c'est très mobilisateur pour les collaborateurs, c'est très mobilisateur pour les parties prenantes. Deuxième élément, le business model, notre modèle d'opération, il faut le revoir, il faut le construire autour de partenariats et il faut donner plus de sens à la performance. La performance n'est pas uniquement financière. La performance de l'entreprise ne peut pas être réduite à son chiffre d'affaires et à sa rentabilité. Il va falloir mettre plus de sens, intégrer plus d'ingrédients dans cette performance, un peu comme on dit aussi JD, aller vers une performance globale qui englobe à la fois la performance économique, mais sociale, sociétale et environnementale. Troisième élément, c'est qu'il faut s'intéresser aux parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, on découvre qu'on a beaucoup de parties prenantes, mais on ne les connaît pas assez. On ne connaît pas quelles sont les possibilités d'action avec ces parties prenantes. On ne connaît pas quels sont les risques qu'ils peuvent générer pour nous, qu'ils soient des collaborateurs, qu'ils soient les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'administration, le gouvernement. On a besoin de mieux s'intéresser à nos parties prenantes, de mieux les connaître, parce qu'on l'oublie très souvent, c'est ces parties-là qui nous aident à réaliser nos activités et à réussir dans nos missions et dans nos métiers tous les jours. Et donc, il faudrait absolument revoir notre modèle de fonctionnement et construire sur des partenariats. Parce que face aux questions de développement durable et face à cette crise du Covid en particulier, une entreprise toute seule, elle ne peut rien faire. Il ne peut être forte, il ne peut être porteuse d'idées innovantes et il ne peut être force de proposition que si il co-construit de la valeur avec ses parties prenantes en adoptant une approche qui est partenariale et en renforçant de ce fait sa légitimité, etc. Alors, un petit clin d'œil pour mon ami Mohamed, je te laisse cette photo, tu pourras en parler tout à l'heure, hein. Ça c'est un exemple d'initiative que Mohamed va présenter, et je vais plutôt conclure sur une chose importante, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de profiter de ces démarches RSE au-delà d'un effet de mode, au-delà de recherche de labellisation, de recherche d'une reconnaissance éventuellement. Hein, c'est légitime de chercher ces reconnaissances, mais au-delà de cela, la démarche RSE est aujourd'hui une grande opportunité de travailler avec les parties prenantes pour redécouvrir la force du collectif. La force du collectif. Le collectif est très important parce qu'il permet de faire converger l'intérêt de tout le monde, il permet de libérer les énergies et surtout, il permet de donner du sens à notre raison d'être, à ce qu'on fait tous les jours, et il nous permettra de sortir indemne de cette crise et d'aborder le futur sereinement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Omar pour cet exposé, cette présentation très brillante. Et j'ai envie de dire, c'est normal quand il s'agit d'Omar. Merci Khalid. On n'attendait pas moins de ta part. Je vais, en attendant que Mohamed commence à installer sa présentation, j'ai envie de te dire ce que j'ai retenu en 2 mots. Je sais que c'est beaucoup plus dense que ça et que voilà, en fait, je retiens l'idée du sens que tu donnes à la RSE qui va au-delà de la simple responsabilité de l'entreprise et qui va au niveau du développement durable. J'ai retenu cette idée en fait que la charité, que c'est pas que ça la RSE, c'est effectivement l'une des dimensions, mais ça n'est pas que ça. Il faut pas résumer la RSE à gagner de l'argent et donc on distribuer un peu aux pauvres. J'aime bien cette approche. Et puis, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué dans ta présentation, c'est la fin, en fait, où tu commences à nous dire que la RSE, c'est un mindset dans l'entreprise. En fait, c'est se poser des vraies questions sur le sens de l'entreprise, mais pas que le sens de l'entreprise pour ses actionnaires et pour ses parties prenantes intérieures, mais c'est aussi se poser la question sur le sens de cette entreprise pour son environnement externe. Tu as relié la RSE avec cette crise du Covid en disant quelque chose qui est tellement vrai, c'est que
nous ne pourrons plus vivre en entreprise comme avant. Malgré que, et nous l'espérons, moi je suis un éternel positif, que dans les prochaines semaines, on trouvera le vaccin et on sortira peut-être de cette maladie, mais l'entreprise ne pourra plus vivre de la même manière qu'elle a des questions essentielles, existentielles à poser parce que les paradigmes changent. Nous aurons le temps de redévelopper ça dans un deuxième temps. Et donc, une entreprise doit se poser constamment la question sur son impact sur la société, sur ceux qui l'entourent. Merci beaucoup, Amar. Je donne la parole à Sim Mohamed qui va aussi prendre le temps de nous expliquer un peu comment lui, dans le groupe dont il fait partie, qu'il dirige, qui nous dise un peu comment s'est vécu aujourd'hui ce chamboulement qu'est le Covid et comment la dimension RSE qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est ancrée dans le modèle de l'entreprise, est ressortie et a pris le dessus. À toi la parole, Ismaël. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, Ramadan Mubarak, Saïd. Que Dieu nous préserve par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et que j'espère que la fin de ce mois, nous arriverons à un certain déconfinement qui viendra progressif et que nous permettra de retrouver nos amis et nos familles. Voilà. En tout cas, merci beaucoup en tout cas de cette invitation. Merci à Omar pour cette brillante présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir le slide. Oui. Parfaitement. Bon, il y a deux questions déjà avant d'en parler de la Palmeraie ou d'autres activités que je dirige. On avait posé deux questions principales. La première, c'est le pourquoi, parce que lorsqu'on revient sur les fondamentaux ou le pourquoi on fait la chose, est une question très pertinente parce que au-delà d'un effet de mode, au-delà je dirais d'un aspect purement marketing ou sadaqa ou la charité en quelque sorte, est-ce que vraiment dans la raison d'être, dans le profond de l'entreprise, comment nous on voit notre environnement, quelle est notre responsabilité envers nos collaborateurs, envers nos parties prenantes, envers nos clients, envers la société, etc. Et ça c'est un élément qui est très important où on doit se poser la question pourquoi l'entreprise existe. Est-ce que on est là juste pour faire du profit ou il y a d'autres choses qui nous attendent. Et je pense que la crise du sanitaire du Covid-19 nous a beaucoup ouvert les yeux et nous a réveillés sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que au moment où c'était annoncé, je partage avec vous un retour d'expérience, c'est que je dirais au niveau par exemple du groupe Palmeraie Développement, la première des choses qu'on a fait, c'était avant même que la CGM avait annoncé sur le télétravail, etc. C'était de tout de suite fermer nos agences, arrêter les chantiers et se préoccuper de la sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires pour que ce virus-là en fait ne soit pas diffusé auprès de nous. Hein. C'est-à-dire que au moins on est acteur, je dirais, on est responsable par rapport à là où on agit. Hein. Parce que ça, la notion de la responsabilité, c'est par rapport à un champ d'action. Si derrière, on ne peut pas dire que notre responsabilité, c'est de sauver le monde de manière générale, mais notre responsabilité, c'est d'agir dans notre écosystème, dans l'endroit où on peut agir. Et donc, du coup, une des responsabilités, en tout cas managériales, était de dire, écoutez, faites du télétravail, rentrez chez soi, arrêtons les comment dirais-je, les chantiers et d'autres, et essayons de se protéger. Alors, pourquoi cette question-là? Parce que, si vous voulez bien… Voilà. Il faut que tu repartages l'écran. C'est ça? OK. C'est bon? Omar, on arrive à voir, c'est bon? Non, on voit ton Teams. On ne voit pas la bonne fenêtre.
choisis pour être. Ouvrir la présentation. Ah, à quitter. Donc, il va se reconnecter, je pense. Il est en train de se reconnecter. C'est Omar, en attendant qu'il se reconnecte, j'ai une toute première question qui était ressortie tout à l'heure. Comme ça, on répond à cette question. C'est une question qui est simple. C'est en fait la différence entre la responsabilité sociale et sociétale. Comment on s'imbrique les deux entre elles, quoi. En fait, c'est juste un petit problème de traduction dans l'anglais parce que, comme je disais tout à l'heure, la RSE est née d'abord aux États-Unis. Donc, c'est le vocable de CSR, de Corporate Social Responsibility. Et lorsque nos amis francophones ont traduit social, ils l'ont traduit en social et en sociétal. Sachant que le social, c'est beaucoup plus autour pour l'entreprise, je veux dire. C'est plus autour du collaborateur et de la vie du collaborateur, l'entreprise, etc. Alors que le sociétal, bien sûr, c'est ce qui concerne la société. Donc aujourd'hui, dans la définition de la RSE, qui est communément admise, on parle de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et la responsabilité sociétale, elle englobe le social, l'économique, l'environnemental et bien sûr le sociétal, le social, l'économique, l'environnemental. Je suis revenu. Hein. Oui. Il y a que le retour, il y a le live. C'est les contraintes, il y a le live. Exact. Mohamed, tu sais, à un certain moment, ce qui se passait, c'est que je voyais la présentation et j'avais du mal à vous voir. Et donc, j'avais l'impression de parler tout seul. Et donc, c'était un petit peu… On te voyait, on t'entendait et on voyait aussi la présentation. Donc, exact. tu peux réactiver la présentation. Exactement. Donc, je disais, donc il y avait un certain niveau je dirais, de responsabilité dans le sens où il fallait absolument, je dirais, dire à tout le monde de faire du télétravail, etc. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, avec un engouement, il y avait… Hop. Attends, c'est bon? C'est bon. Parfait. Oui, donc, je disais qu'il y avait un ensemble d'actions que nous avons essayé de mener pour se mobiliser. C'était déjà de mettre à disposition des logements au profit des corps médicaux au niveau de Marrakech, de donner certains dons, appartements, etc. Mais tout cela s'inscrivait dans je dirais, dans une démarche un petit peu plus globale, parce que il a fallu repérer des opportunités, ou repérer vraiment des problématiques. Je prends le cas des médecins aujourd'hui qui ont du mal à revenir chez soi, c'est-à-dire qu'ils sont obligés malheureusement d'aller se loger ailleurs parce que par peur je dirais d'infecter leurs proches. Et l'idée, c'était de voir, au-delà de la RSE de l'entreprise, comment peut-on aussi coopérer ensemble avec d'autres acteurs pour pouvoir apporter une solution. Et donc, c'était le cas d'une initiative Nsdamlo qui est à Marrakech, où on s'est mis en pool avec la Palmeraie qui a mis à disposition des logements équipés, Rotana qui faisait un petit peu la restauration, Jabr et à travers surtout l'école Yassamine qui a mobilisé, si vous voulez, un ensemble de bus pour le transport du corps médical, et finalement, bien sûr, avec Total qui a mis à disposition du gasoil, et finalement Nextronic qui a mis en fait à disposition les équipements sanitaires. Donc on voit que parfois la recherche des solutions, je dirais, inter-entreprises permet d'apporter une solution à une problématique donnée qui était en l'occurrence le besoin de loger le corps médical, de le transporter et de le nourrir. Et donc, ça, c'est important. C'est-à-dire, ce qu'il disait tout à l'heure à Omar, par rapport à la notion il y a la raison d'être de l'entreprise en tant que telle. Je ne vais pas revenir sur ces théories et ces concepts et ces démarches, mais il y a aussi la raison d'être aussi
je dirais, d'un ensemble d'acteurs. Et c'est pour ça que Karim, quand il m'avait sollicité pour intervenir dans cette webinaire, au départ, le titre, c'était marqué la RSE, hein, parce que, n'est-ce pas, Karim? C'était ça au départ, il y avait la RSE, et j'avais demandé qu'on rajoute la partie solidarité, parce que la RSE, j'ai du mal avec le mot RSE, parce que, c'est un concept qui était trop packagé, ou à un certain moment, malgré les évolutions que Omar a montrées à travers les années 60, etc. Mais c'était toujours packagé à une opération marketing, etc., pour montrer que l'entreprise, elle est socialement responsable, il va revoir un petit peu la chaîne de valeur, il va voir l'impact des fournisseurs. Effectivement, lorsqu'on va produire des ballons, on va ou soit du iPhone, hein, pour le cas de Apple, on doit s'assurer comme quoi que les enfants qui sont dans des pays qu'on a délocalisé la production, en Indonésie ou ailleurs, on respecte, je dirais, le respect de ne pas faire travailler des jeunes qui ont 14 ans, 13 ans. Mais quoi qu'on en dise, souvent, certes, dans ces compagnies qui sont dans les top 500 au niveau mondial, si on va screener jusqu'au bout de ce qu'ils font, on va retrouver que parfois on faisait de la RSE pour pouvoir malheureusement, je dirais, cacher une partie qui n'est pas visible. Hein. Et il y en a beaucoup de cas, donc je fais exprès de ne pas citer les entreprises. D'accord, mais il y a beaucoup de cas où la RSE a été utilisée comme juste un tapage médiatique pour pouvoir, je dirais, cacher. Et donc ça, il faut vraiment qu'on fasse attention. D'où la notion je dirais, de la solidarité, où c'est-à-dire où il faut absolument s'entraider pour pouvoir travailler une cause qui est encore plus noble, une cause qui est encore suprême, une cause qui est nationale. Et vous voyez très bien le Maroc, comment il a pu faire face à cette crise-là. Franchement, on est très fiers d'être marocains, on est très fiers de ce pays, avec un roi qui a tout de suite met l'humain au cœur de sa stratégie, met l'humain en avant l'économie, et que finalement, c'est ça ce qui compte, finalement, c'est l'humain. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise peut mettre l'humain au cœur de sa stratégie? Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements, ils peuvent mettre l'humain au cœur de leur stratégie? Et on le voit dans des stratégies de déconfinement, beaucoup de pays, ils veulent rapidement se déconfiner parce qu'ils disent, OK, on ne peut pas, l'économie, les entreprises vont, je dirais, avoir de la décroissance. On va avoir du chômage. Bah, écoutez, très bien, on a du chômage. Si on a du chômage et on a des décès, on a des morts partout, à quoi bon le travail? À quoi bon, je dirais même, l'existence? Et donc, c'est pour cela qu'à un certain moment, ce Covid, c'est un moment aussi de questionnement. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Pourquoi on existe? Pourquoi l'entreprise, elle existe? Quelle est notre contribution? Quelle est notre je dirais, raison d'être en quelque sorte? Et ça, c'est très important. Et cette raison d'être, c'est pour ça que je voulais illustrer à travers ce schéma-là, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché, parce que aujourd'hui, je suis seul à Casablanca, mes enfants et mon épouse, ils sont en Espagne, donc je fais partie des gens où leur famille, ils sont je dirais, à l'étranger ou ailleurs. Donc, on sait ce qu'est la valeur humaine, c'est-à-dire que si mon entreprise fait de la croissance et que j'ai pas mes enfants et ma famille avec moi, à quoi bon? À quoi existe tout ce engouement, je dirais, managérial et économique? La même chose, si une entreprise fait de la croissance, mais derrière, il y a de la pauvreté autour, à quoi bon? Et donc, c'est important qu'on se questionne, c'est important qu'on se dit pourquoi on vit. Pour moi, c'est un élément qui est très important. Un autre cas de figure, c'est la société Nextronic, où, vous savez, en plus de la direction générale du groupe Palmer Développement, il y a 2 ans à peu près, j'avais fondé Abba Capital, qui est une société d'investissement dans les business models de futur. Et parmi les raisons d'être de Abba Capital, c'était d'investir dans
dans des activités où nous avons un champ d'action autour de ce que j'appelle moi le Sustainable Living Solution. C'est-à-dire il faut qu'on réfléchisse autour des solutions durables. Et par rapport à une de ces filiales, il y a Nextronic qui est spécialisée dans le robotique, dans les IoT, dans l'impression 3D. Cette crise pour nous a été aussi un moment comment dirais-je, de travailler nos talents, ou plutôt de ressortir notre expertise, mais au service d'une cause. Et ça, c'est très important. C'est que chacun de nous a une expertise, un savoir-faire, un ensemble d'outils. Ça engage qu'à lui, qu'à sa responsabilité de comment utiliser ces patterns, ces modèles, ces outils pour pouvoir aider l'autrui. Je vois ici, on avait pris les machines de respiration et on avait travaillé sur la réhabilitation des machines de respiration et de réanimation des hôpitaux marocains. Donc, on est aujourd'hui à une quarantaine de machines de respiration qui ont été réparées de manière gratuite, c'est-à-dire que le contraire, il y avait certains qui pourraient très bien dire c'est super belle opportunité, il y a un grand marché dans le sanitaire et donc du coup on va essayer de facturer partout et de chiffrer. Mais bon, c'était pas du tout notre politique au niveau de Nextronic, alors que c'est une start-up, hein, on fait du 6-7 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on a quand même une petite 20 personnes qui travaillent, donc on a des charges partout, on a des fins du mois qu'il faut absolument nourrir les familles, payer les fournisseurs, etc. Mais malgré ça, on a dit qu'en plus de nos activités qu'on doit absolument garder et persévérer, d'accord, il a fallu qu'on contribue avec notre expertise, avec notre savoir-faire. Et donc, du coup, on a réparé ces machines-là. Deuxième cas de figure, vous le voyez à votre gauche, qui est le Fab Lab. On a un Fab Lab qui a une SBA, où on a des impressions 3D, etc. Et vous vous souvenez, il y a 2 mois, il y avait une pénurie, il y avait une problématique des visières. Et donc, du coup, ce qu'on avait fait, on avait fabriqué beaucoup de visières à travers de l'impression 3D. Et on a même travaillé sur un modèle qu'on a mis en open source et on l'a partagé au niveau je dirais, de la communauté des makers, hein, les gens qui utilisent les impressions 3D, pour pouvoir imprimer en grande échelle et en grande masse ces visières de protection. Voilà. Et finalement, on a contribué à ce premier prototype qui était la machine de respiration qui était fabriquée au Maroc, au niveau de Noassag. Donc, on a contribué avec certains composants électroniques. Sans parler que dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, cette opération de Nsdamno, Nextronic faisait partie de ce collectif qui s'est mobilisé pour pouvoir offrir une solution globale à cette population. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, comme ça je vois est-ce que je rajoute ou non. En fait, comme tu le souhaites, si tu veux rajouter 2-3 minutes, sinon tu peux garder quelques choses. Donc, je peux rajouter 2-3 minutes. Dans ce cas-là, je conclue. Parce que c'est quand même 17h, 17h30. Donc, il faut respecter un petit peu nos amis qui sont là avec nous et qui nous suivent. Donc, je disais, et donc par rapport à cette mobilisation, donc il y avait ce questionnement-là, et ce questionnement-là de dire quelle est notre raison d'être, pourquoi on existe. Et le Covid a montré que notre destin il est entre nos mains. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un message qui est très important pour moi. Notre destin entre nos mains, on a vu comment, dans l'industrie textile, il y a eu une certaine agilité, une certaine réactivité de se reconvertir rapidement pour pouvoir fabriquer des masques. Et ça, c'est très important. Vous l'avez vu, on a fabriqué la première machine de respiration 100% marocain et ainsi de suite. Ça veut dire que nous, les Marocains, nous avons la capacité de se réinventer, de se poser les bonnes questions, de prendre de challenge pour pouvoir promouvoir le Made in Morocco. Parce que le Made in Morocco, ça permet de
de maintenir les emplois. Donc, ça, c'est on répond à la problématique sociétale. Deux, lorsqu'on importe l'empreinte carbone dans la supply chain, elle est très importante. Et donc, du coup, on va réduire aussi la partie CO2, on l'a vu, avec la réduction des échanges internationaux, avec cette mondialisation qui malheureusement, il a échoué, on le voit. D'accord? Que le côté positif, c'est qu'on a un environnement qui se protège, qui nous dit merci, hein, par rapport à un homme malheureusement qui était là, destructeur de la nature. Donc du coup, le Made in Morocco a un sens à la fois sur le plan économique parce que ça va créer de l'emploi, un sens sociétal parce que ça fait vivre beaucoup de familles, ça un rôle environnemental et donc très important le Made in Morocco. Et ça, je donne vraiment un message clé pour que tous les acteurs qui sont parmi nous, qu'ils réfléchissent sérieusement comment peut-on promouvoir le Made in Morocco, comment peut-on promouvoir et soutenir les TPE, comment peut-on promouvoir, je dirais, les activités sociétales au niveau de l'entreprise et je fais exprès de ne pas en parler de RSE, alors que mon autre ami Omar, il sait que j'avais fait du conseil auparavant à Paris, etc. On faisait beaucoup de slides et de structuration et des outils et des marches. Et j'ai pas voulu dire, je suis d'accord avec toi, Omar, sur la raison d'être, sur le principe, sur les fondements et tout. Mais par contre, sur venir, dire, vous avez un objectif 1, vous devez le faire. Vous avez un objectif 4, vous devez le faire. Vous avez 4, 5 outils, il faut que vous les appliquez. En ce moment-là, il faut qu'on se réinvente. Et réinventer, il faut qu'on parte sur une logique de feuille blanche pour ne pas être imprégné des conceptions déjà existantes par le passé et que surtout, pour que les Marocains apprennent à inventer. Parce que si on prend des concepts qui sont tous importés de l'international, nous n'avons plus cette capacité d'innover. On sera toujours à la merci d'un étranger, à la merci d'un expert international. Je ne suis pas contre l'expertise internationale, au contraire, on apprend, on est ouvert à notre environnement, on doit absorber, mais il faut qu'on ne soit pas dépendant de l'étranger parce que cette crise-là a démontré que les pays qui sont indépendants en matière de sécurité alimentaire, en matière je dirais, des équipements médicaux, en matière d'entraide sociale, c'est les pays qui sont les plus résilients. C'est les familles aussi qui sont entraidées, c'est les familles les plus résilientes. L'entreprise qui s'entraide aussi avec ses partenaires, etc., c'est l'écosystème le plus résilient. Et donc, cette résilience, elle est dépendante, si vous voulez bien, de cette solidarité interpersonnelle, inter-entreprise et inter-société, et de cette indépendance aussi, je dirais, culturelle et imaginative et conceptuelle. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et donc, j'insiste beaucoup sur cette indépendance de pensée, sur cette je dirais, remise en cause de l'être et de se poser les bonnes questions pour pouvoir, je dirais, reconcevoir un nouveau modèle de développement parce que post-crise, il faut qu'on pense à ce nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que si on revient par la suite dans nos entreprises, dont on rencontrait nos familles, nos amis, et on attitude, avec nos attitudes, les mêmes attitudes du passé, on aura tout perdu. Et le contraire, ce qui va se passer par la suite, ça peut être une autre crise qui est encore environnementale, sanitaire, économique, très désastreuse, et ça va être le chaos. Donc, si on veut éviter le chaos, il faut qu'on profite en ce moment pour se repenser et se reposer les bonnes questions. Voilà, merci à toutes et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sidi Mohamed, pour cette brillante présentation également. Et donc, effectivement, j'aime bien ce côté assumé de remettre en cause des choses qui peuvent être établies. Tu viens et tu nous proposes de parler à côté de la RSE, parce que tu crains que le côté organisé, je dirais avec des cases qui sont déjà préparées et prêtes, nous handicape et justement nous met dans une situation de paradigme, alors qu'effectivement, Omar aussi le disait tout à l'heure, il faut s'opposer au paradigme dans ces temps, que la RSE peut être aussi interprétée
comme étant un label avec une connotation marketing et commerciale. Et donc, ça n'est pas le moment. Personne maintenant n'a l'ambition de faire, dans ce contexte, en tout cas actuel, de faire de la com. C'est pas du tout ça. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Tu nous as parlé de l'histoire du groupe, oui, où la première question qui a été, c'est protéger donc l'intérieur, protéger les partenaires, les clients qui se déplacent chez vous, les fournisseurs, et donc en limitant, en contribuant à cet effort avant même que le confinement soit là, parce que l'humain est avant tout le plus important. Tu l'as dit tout à l'heure, Sa Majesté a placé l'humain au cœur de la stratégie du pays. C'est le pays, c'est l'entreprise, c'est tout le monde qui doit comprendre qu'on parle de nouveaux modèles de développement. Le nouveau modèle de développement ne peut avoir du sens que s'il est centré autour de l'homme. Tu as parlé de cette histoire, et j'aime bien cette idée d'un collectif où quand on est dans une logique de RSE ou là quand on est dans une logique de solidarité, c'est vrai que le mot solidarité est revenu très souvent chez toi et c'est peut-être ce qui est sorti très fort pendant cette crise dans ce pays, la solidarité. Et donc ce collectif qui est venu travailler, il n'y a pas de concurrence, chacun apporte ce qu'il peut dans ces moments-là pour qu'une chaîne de solidarité soit créée pour accompagner. Et puis, effectivement, tu as conclu sur la question de demain, le monde de demain, comment il va être et comment nous, on doit nous projeter. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a un moment historique que le monde est en train de vivre et que le Maroc a une très belle place à prendre sur l'échiquier mondial de demain, l'échiquier économique, l'échiquier politique, à tout égard. Et donc, effectivement, si nous ne posons pas les vraies questions et les bonnes questions aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se les poser sur nos métiers au niveau du pays, sur quelle valeur ajoutée on peut apporter en interne, mais aussi à tous nos voisins, parce que aussi, le mot n'est pas sorti, mais je l'ai entendu un peu entre les lignes de vos interventions, c'est qu'il y a de la confiance qui est aujourd'hui mise comme un cachet sur le pays Maroc. Alors, je vous remercie tous les deux. Maintenant, on va prendre une quinzaine de minutes pour répondre aux questions qui nous sont posées. Je vais au fur et à mesure les dérouler et puis je vous laisse la liberté de répondre à ces questions. Il y a une question sur la PME et la RSE. Est-ce que la PME fait partie de ceux qui peuvent prétendre à cette dimension RSE ou non, c'est que la Champions League, c'est que pour les grands clubs. À toi peut-être Omar, et puis toi aussi si tu veux réagir, et je reviendrai avec la question suivante. Non, je pense que merci Khalid pour cette question, mais je pense que les PME sont concernées à double titre de la question de la RSE. D'abord en tant que fournisseur de groupes, puisque très souvent avec ces groupes-là, ils vont être appelés à s'engager dans des démarches de conformité sociale, dans des démarches de protection de l'environnement, etc. Et donc ils doivent suivre parce que très souvent c'est fait dans le cadre de relations partenariales à moyen et à long terme. Et plus on est en phase avec ce que demande notre donneur d'ordre, plus on a des relations professionnelles, des relations de business qui sont claires et qui sont durables. Et la PME, elle est concernée aussi en tant qu'entreprise elle-même. Moi, j'avais fait pas mal de recherches sur la responsabilité sociale au niveau de la PME. Et croyez-moi, la PME fait beaucoup de RSE. L'entrepreneur qui prend en charge ses salariés, les aide à construire leur maison, envoie les uns en pèlerinage, règle le problème des autres, essaye d'aider d'autres entrepreneurs à monter leur projet, à monter leur business, etc. Ils font beaucoup de RSE. C'est vrai que c'est une responsabilité sociale beaucoup plus sociale, moins peut-être environnementale, sauf s'il y a une exigence d'un donneur d'ordre. Mais beaucoup de patrons de PME s'engagent beaucoup dans des actions pour la société. Ils apportent un appui aux associations, ils interviennent dans l'éducation, ils aident à refaire des écoles. Donc, ils le font beaucoup plus sur un plan, j'allais dire, philanthropique. Mais c'est vrai qu'ils font aussi pas mal de choses. D'ailleurs, ce qui sauve le Maroc aujourd'hui, pour un peu rejoindre ce que disait
si Mohamed tout à l'heure, c'est cette solidarité qui est une valeur très forte finalement au niveau de la société marocaine. C'est comme ça qu'on arrive à surmonter toutes ces crises. Maintenant, sur un plan purement pratique et managérial, parce que la RSE aussi, en fait, pourquoi on parle de concept et on parle de modèle, c'est un sujet que le manager qui est habitué, vous connaissez la fameuse boucle, hein, planifier, mettre en place, vérifier, améliorer, gérer. Hein, c'est ça ce que fait un gestionnaire et un manager. Donc, lorsqu'on vient lui dire il faut que tu fasses la RSE, il faut qu'il comprenne comment il va le faire selon son modèle. Qu'est-ce qu'il va planifier, qu'est-ce qu'il va mettre en place, comment il va mesurer, qu'est-ce qu'il va améliorer, etc. Donc, c'est cette nécessité de managérialiser la RSE ou même la solidarité, by the way. Hein. C'est ça qui a fait qu'on était obligé d'avoir des outils, des modèles, des approches, etc. Il n'y a pas de mal à utiliser des approches. Vous savez que tout ça, c'est des moyens qui permettent de réduire l'incertitude, c'est des moyens qui facilitent la prise de décision. Et donc, la PME peut avoir une démarche à sa taille qui peut-être va être plus sociale, hein, sur la partie personnelle, sur la partie salariée, etc., qui peut être aussi sur la partie un peu gouvernance. Vous savez que nos PME, ils ont beaucoup de problèmes sur le côté gouvernance, sur le côté gestion, beaucoup de pouvoir concentré au niveau du dirigeant. Donc, un patron de PME, il peut très bien mettre en place un comité de direction, il peut mettre en place des règles de passation de décision, hein, que ce soit au niveau achat, etc. C'est aussi un acte, hein, de responsabilité sociale, parce que la gouvernance, c'est la garante. La gouvernance, c'est le garant du comportement éthique tant recherché, hein, des entreprises dans le cadre de démarches RSE. Donc, il peut mettre en place une démarche, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une question de moyens, hein, croyez-moi, ce n'est pas une question de moyens. La démarche RSE, c'est très simple. Vous avez des impacts, vous avez des activités qui ont des impacts. Comment vous allez assumer l'impact des activités? Maintenant, quelles sont les activités, quels sont les impacts que vous allez considérer en priorité? C'est à vous de décider. Hein. On ne vous demande pas de considérer tous les sujets que la multinationale considère. Le management des risques, l'impact environnemental, l'empreinte carbone, etc. Vous pouvez juste considérer les impacts dont vous avez la capacité d'action et vous avez la capacité d'influence au niveau de la PME aussi. Et en tout cas, les PME, moi, je vais vous donner un exemple pratico-pratique. Moi, je vois autour de moi toutes les PME qui se sont engagées dans des démarches QSE, de certification, de mettre en place une démarche santé-sécurité au travail. Je les vois bien évoluer. Je les vois travailler, construire des sites de production, travailler avec l'OCP, voire même s'exporter. Hein. Il y a des PME qui sont exportées parce que se sont mis à niveau, ils ont adopté ces démarches qui intègrent les parties prenantes. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci Omar. Une question sur l'humain dans l'entreprise. On parle d'ouvriers. Je vais demander à Si Mohamed peut-être d'y répondre. Où on parle peut-être de l'imminence d'un déconfinement, comment faire en sorte pour motiver ces salariés à reprendre le travail alors qu'il va forcément y avoir de la crainte de maladies, de contamination. Comment justement remettre l'humain au travail, travail terrain, parce qu'aujourd'hui on est sur du télétravail, mais quand il s'agit de personnel opérationnel. C'est Mohamed. Très bien. Alors, déjà sur la partie TPE, PME, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre la taille d'une entreprise et la RSE. Ça n'existe pas. La RSE, ça peut être à titre individuel, ça peut être à titre une entreprise de 5 personnes, de 20 personnes, de 30 ou de 30 000. La preuve, c'est que Nextronic, qui est une entreprise qui m'appartient, d'accord, on est une petite TPE et malgré ça, on s'est engagé dans une démarche, je dirais, de solidarité, n'est-ce pas? Et de solidarité. Ça a le S en commun avec la RSE. Écoute, effectivement. Par contre, je suis d'accord avec toi sur les outils et les démarches. Maintenant, il faut juste les alléger. C'est-à-dire, il faut juste avoir, au lieu d'avoir un bouquin de 40 pages avec un checklist, etc., il faut avoir un 2 pages très simple. Parce que nous, les managers aujourd'hui, certes, on est, comme tu dis, et tu l'as bien dit, on réduit l'incertitude par les modélisations. Maintenant, il faut qu'on arrive à simplifier pour une prise de décision rapide, pour une certaine agilité. Moi, la peur que j'ai, c'est parfois trop de process, trop d'outils. Ça rend la rigidité. Et aujourd'hui, dans le nouveau modèle économique, d'accord, de l'entreprise, l'agilité devient encore un élément important. Donc, je reviens, Khalid, sur la question des ouvriers. Bien entendu, la priorité majeure aujourd'hui dans le déconfinement, c'est la sécurité sanitaire.
Et ça, c'est très important. Et quand je dis la sécurité sanitaire, parce que les ouvriers, bien entendu, et même les collaborateurs, ils auront du mal à revenir sur un lieu de travail qui n'est pas sécurisé. Ou à l'entrée du chantier, il faut absolument avoir des caméras thermiques, des thermomètres qui permettent en fait de mesurer la température. Il faut aussi à l'intérieur, je dirais, du chantier, peut-être mettre des casques avec des appareils puces. Bon, je fais un petit peu de la pub parce qu'on fait ce que nous sommes en train de développer au niveau de l'électronique. On développe un casque, je dirais, connecté, où il y a un appareil qui se connecte au niveau du casque, qui permet de mesurer la température, je dirais, de l'ouvrier, d'accord? Mais en même temps, par rapport à l'autre casque, il mesure aussi la distanciation. Parce que aussi parmi l'élément majeur, c'est que dans un chantier, parfois on est 100, 200, 300, 400 personnes. Et comment peut-on faire face à ça? Parce que si on n'arrive pas je dirais, à avoir cette règle de distanciation, d'accord? Le chantier ne pourra pas être sain. Bien sûr, certains constructeurs, ils vont te dire, écoutez, oui, c'est un petit peu difficile parce qu'en matière de productivité, on sera moindre. Mais le problème, c'est que si vous faites pas ça, tout simplement, c'est que à J plus 10, ils vont vous fermer le chantier parce que avec une seule personne qui sera touchée, toute l'entreprise va être arrêtée. Donc, on a un choix entre sécurité sanitaire qui a un coût en quelque sorte, et de l'autre côté, carrément le zéro activité. Oui. Donc, en fait, apporter de l'assurance et de la sécurité à l'ouvrier pour qu'il puisse se remettre en confiance et reprendre absolument, absolument. Donc, le fait qu'il va se remettre en confiance et il peut reprendre. Maintenant, c'est à nous de voir comment peut-on, je dirais, revoir les process de l'entreprise, revoir sa compétitivité, revoir son coût de revient dans un contexte qui est height safety, qui est très sécurisé à un coût. Prenons le cas dans le transport. Dans le transport, maintenant, le transport en commun, il y aura certainement des distances, c'est-à-dire le taux de remplissage, je dirais, d'un bus ou d'un taxi ou d'autres. Il y a une vraie question sur le modèle économique de ce truc-là. Sinon, vous l'avez vu hier, le premier jour de déconfinement en France, dans les métros, il y avait quand même, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas dans 15 jours ce qui va se passer. Donc, donc ça veut dire tout ce que l'État a fait durant les 2 mois, d'accord, avec beaucoup de, je dirais, de sacrifices, à la fois beaucoup de médecins qui ont risqué leur vie, avec l'État où il a beaucoup injecté de l'argent, avec des gens qui ont contribué, et derrière, dès qu'on se déconfine, allez, alléluia, et on va revenir sur le stade initial, c'est comme on n'a rien fait. Ça sera dommage. Ça sera dommage. Comme on a réussi le confinement, il faut réussir le déconfinement. Le déconfinement est très important et la sécurité sanitaire est un élément qui est très important et très stratégique pour l'entreprise. Voilà. Et une question qui nous vient d'un grand ami, c'est Youssef Jaya de Tanger. Il est de Tétouan. هذاك ولد الحومه ديالي هذاك انا وياه كنا صغار عمرنا 12 عام كنا كنمشيو للبحر مع بعضياتنا كنمشيو للرمله في مارسيل كنعوموا مع بعضياتنا هذاك ولدك. On le salue, c'est Youssef. Salut Youssef, ça va? عملنا لا كاميرا نشوفوه. ايوا بنا يوسف شحال ما شفناك اصاحبي. كيحشم وهو الى un petit peu هو معروف شويه في مشكل الله يسامح. Si Youssef nous pose une question sur effectivement en fait, il nous pose devant un dilemme en disant demain le déconfinement, l'entreprise va d'abord rapidement vouloir retrouver un niveau de profitabilité rapidement et elle risquerait d'agir justement avec des actes qui soient anti-RSE pour qu'ils puissent rapidement retrouver. Très bonne question. Très bonne question. Voilà. Très bonne question. Donc ça c'est la question de Youssef et bon, إما ولد دربهم يجاوب ولا عمر اللي بغيتي عمر بغيتي تبدا Des réponses brèves s'il vous plaît parce que c'est une question piège, elle est difficile cette question. Non, moi je pense, si tu permets, Mohamed, je pense que ça te dépend. Si on avait considéré la RSE comme un coût, c'est clair qu'après la crise, après le déconfinement, on
ne va pas y prêter attention, on va couper. Parce qu'après, la priorité, ce n'est pas de dépenser de l'argent sur ADA. Si par contre, on considère la RSE comme une opportunité pour nouer de nouveaux partenariats, pour développer ensemble des réponses pour la reprise de l'activité, etc. Et d'ailleurs, moi j'ouvre une petite parenthèse, moi beaucoup de gens me disent bah, qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces PME, TPE qui vont souffrir après le déconfinement. Les entreprises qui vont survivre, ils ont la responsabilité d'aider les gens qui sont en train de souffrir pour sortir de la crise, c'est tout. Il faut que chaque entreprise dans son écosystème, d'accord, dans son écosystème, regarde quels sont les TPE qu'il pourrait repêcher. Et si on ne fait pas valoir la solidarité, les gars de C. Mohamed, on ne va pas y arriver, ça c'est clair. Ouais. Alors bon, par rapport à la question qui est posée par notre ami, c'est qu'effectivement, déconfinement, on revient, il y a une situation économique. Elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas qu'on se casse la face. Elle est ce qu'elle est. Elle est difficile. Après, en fonction je dirais, de niveau de baisse de l'activité, hein, et le niveau aussi de trésorerie de l'entreprise. Parce que vous avez deux éléments. Il y a certes, il y a de l'activité, mais aussi de la trésorerie. D'accord? Si il y en a certains secteurs qui sont totalement dévastés, sont vraiment sinistrés. Il y a même un enjeu même de pérennité de l'entreprise. Est-ce que même l'entreprise elle-même ne va pas être en faillite? D'accord? D'accord. Et donc, OK, on veut garder les collaborateurs. Très bien. Mais avec quoi on va les payer? Ouais. Oui, j'aimerais bien les garder. OK, j'aimerais bien garder toutes les personnes. Mais comment je peux les payer? Donc, et là, effectivement, l'entreprise sera obligée, je dirais, de s'en séparer avec ses collaborateurs. Maintenant, c'est l'acte de séparation qui est intéressant. Parce que, donc, en tout cas, il y a un contrat entre tous les deux. Il y a même dans le mariage, il y a talaq. C'est-à-dire même talaq halal. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas encore un lien qui est encore plus profond que le mariage. Pour préserver l'essentiel. En fait, il faut couper pour préserver Il faut préserver l'essentiel. Et préserver l'essentiel, il faut que l'entreprise fait les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire ne fait pas des agissements. Par exemple, on connaît certains qui vont faire certains je dirais, notes où on envoie les personnes à Tanger, à Casa, à machin, etc., pour qu'ils puissent partir sans qu'ils puissent prendre leur indemnité. Donc, ça veut dire qu'il faut indemniser les gens, et ça, c'est très important par rapport à ce que la réglementation, et aussi par rapport comment dirais-je, cash au niveau de l'entreprise. Et deuxièmement, essayer, bien sûr, ça c'est très important, comment peut-on placer ces gens-là ailleurs? Ou là, comment peut-on les aider à entreprendre? Parce que aussi, il ne faut pas oublier que c'est le moment clé, je dirais, que beaucoup de salariés pensent à l'entrepreneuriat. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, je suis le DG du groupe, je suis en train de voir avec mes actionnaires, pourquoi pas prendre juste travail à temps partiel? Parce que je me pose des questions. À quoi bon travailler à temps plein? Après, chacun de nous doit se poser des bonnes questions. Et le temps partiel qui me reste, ça me permettra de faire ma passion, à la fois peut-être, bien sûr, entreprendre, c'est aller faire de l'associative, essayer de pérenniser cette initiative parce que c'est une collective. Donc, j'aimerais bien la pérenniser post-crise parce que c'est pas un… Et pour un peu de natation à Marseille. Exactement. Bon, j'espère qu'ils vont ouvrir entre les villes, mais en tout cas, donc c'est vivre aussi sa passion. C'est-à-dire que c'est des moments aussi de dire quel est le meilleur compromis qu'on peut trouver avec l'employeur, avec le salarié, avec tout le monde, pour que l'entreprise ne meure pas, parce que c'est important qu'il garde une activité pour faire travailler les gens et faire avancer un écosystème qui est autour, d'accord, et répondre à une raison d'être, parce qu'il faut qu'il y ait des raisons d'être. Si toutes les entreprises disparaissent, les raisons d'être, le cumul ou plutôt la multiplication de plusieurs raisons d'être des entreprises n'existeront plus. C'est-à-dire qu'il y a un cas encore plus profond. La relation au travail est appelée également à être revue. Refondée. Donc, du coup, l'éthique on est responsable de notre geste, de notre comportement vis-à-vis de l'autrui. Voilà.
J'ai une question finale. Je pense qu'on a balayé la grande majorité des questions. Une question sur en fait comment motiver l'entreprise pour s'engager dans une démarche RSE, voire de solidarité. Il faudrait qu'on change le nom. On ne parlera plus de RSE, peut-être de solidarité. Comment encourager l'entreprise à aller, parce qu'aujourd'hui c'est un acte volontaire. Est-ce que ça vaudrait le coup demain que la RSE devienne obligatoire ou pas? Voilà. J'aimerais que vous puissiez répondre rapidement parce que alors, en deux mots, soit عندك ولا ما عندك. Soit عندك ولا ما عندك. C'est une question de conviction managériale. Soit ça, en fait, en disant ça, tu me rappelles une question ou une réflexion qui nous a été posée sur le non. Et on nous dit en fait, madame ou mademoiselle Saïda, qui nous dit ouais, non, c'est pas le moment de revenir sur nos principes religieux, l'islam, à travers le don, le partage et le zakat. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui est inné déjà chez nous et qui s'est juste réveillé? On a un peu nettoyé. Je pense qu'elle a raison. Je pense que un de nos moments de sortie et de salut, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire, par rapport à notre conviction. Et justement, si on n'a pas une rétrospection par rapport à cette histoire-là, on aura du mal à se projeter dans le futur. Et ça, c'est très important. Alors, permettez-moi pour qu'on puisse un peu conclure dans les temps. Je vais vous donner chacun une trentaine de secondes, voire une minute, pour un peu conclure un mot de la fin, avant de donner la main à Yassine Karim pour la conclusion finale. Merci beaucoup. Yallah, c'est Mohamed ou après Omar. Alors, soyez spontané, restez vous-même et faites ce que vous voulez faire. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est le message le plus important que je peux vous dire. Merci. Je like. Omar? Moi, je vais finir par dire aussi que solidarité, c'est une valeur très importante dont on a besoin même pour une démarche de responsabilité sociale. Et je pense que si je dois finir par quelque chose, c'est que le Maroc regorge et les Marocains regorgent de potentialité et cette crise ne doit pas être bradée et il ne faut pas qu'il passe sans qu'on redécouvre le Marocain, le génie du Marocain et la capacité du Marocain à rebondir et à construire un Maroc meilleur. Il faut en profiter pour libérer vraiment ce potentiel. Voilà. Merci Omar, merci Mohamed. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à échanger avec vous et je pense que je ne suis pas le seul parce que tout au long de ce webinaire, on a démarré à une vingtaine, on a dépassé les 80 à un moment, là on est passé à 60, 70 et on a des gens qui sont restés avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. C'est dire l'intérêt que vous avez suscité chez l'ensemble des participants. Je tiens à vous remercier tous les deux et je donne la main à Yassine Karim pour nous dire un petit mot et nous dire comment il a trouvé nos deux invités. Excellent, merci. Moi, en fait, je vais dire un mot pour ne pas retenir les gens. Quelle histoire, c'est Amar, مرحبا بك. انا راني حاصل في البيرو المحمديه ما تنسانيش تاع انايا. انت سي خالد مرحبا، سي محمد مرحبا, vous êtes les bienvenus. Donc je vais Mais sincèrement, un grand mot, c'est merci. Voilà, c'est un grand merci. Donc, si j'ai à remercier, c'est mes intervenants, mon ami Omar qui a tout de suite pris l'idée d'organiser des webinaires et être un partenaire pour organiser ces webinaires. Merci beaucoup Omar pour ta confiance. Merci, c'est Mohamed Ben Aouda. Vraiment, il n'a pas hésité une seconde quand je lui ai dit, c'est Mohamed, est-ce que tu peux intervenir, partager ton expérience? Il m'a dit tout de suite, oui, ok. Je sais que son agenda est assez chargé, mais il a pu se libérer. Et enfin, un big thing, merci beaucoup à mon frère Khalid, qui aussi n'a jamais été toujours là. Donc, il a participé dans le premier webinaire en tant qu'intervenant.
Il a fait une excellente présentation sur le plan de contenu d'activité. Excellente modération, cher ami, pour ce webinaire. Très ravi de voir je dirais les retours d'expérience, en fait les feedbacks des participants. Je pense que tout le monde est en train de partir parce que il est 17h30. Merci beaucoup. Encore 60 personnes et il faudrait les remercier. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup tous les participants d'avoir répondu présent à cette invitation, de rester jusqu'à la fin. Mbarouk Ramadan, encore une fois, au B'Shaf Tourkoum, très ravi. Merci beaucoup. Merci Yassine. Slama. Merci, merci, ça fait plaisir. Merci, Alida. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Good. Ok, on déconnecte assez prendre souvent. Bonjour, Bakri Memdi. Ah oui, un grand bonjour à Mehdi Alisha. Merci d'avoir été